En d'autres termes, nous ne connaîtrions rien, et en effet, nous n'en connaissons rien des processus de notre pensée. Si, jusqu'à un certain point, laissez-moi le dire pour accentuer ma pensée, si nous ne faisions pas de psychologie. En d'autres termes, c'est parce que nous parlons de ce qui se passe en nous que nous en parlons dans des termes à la fois inévitables et d'autre part dont nous savons à proprement parler l'indignité, le vide, la vanité. C'est à partir du moment où nous parlons obligatoirement de notre volonté comme d'une faculté distincte de notre entendement, comme de quelque chose qui serait aussi une faculté. C'est à partir de ce moment que nous avons une préconscience et que nous sommes capables, en effet, d'articuler en un discours quelque chose de ce cheminement par lequel nous nous articulons en nous-mêmes, nous nous justifions, nous rationalisons pour nous-mêmes, dans telle ou telle circonstance, le cheminement de notre désir. C'est bien d'un discours en effet qu'il s'agit. Et ce que Freud, ici, accentue, articule, c'est, après tout, nous n'en savons rien d'autre, que ce discours, ce qui vient à l'abbé Funstein, c'est la Wahrnehmung, la perception de ce discours, et rien d'autre. C'est là exactement sa pensée. C'est là aussi ce qui fait qu'il a tendance à rejeter au néant des représentations superficielles pour employer ce quelque chose qui est du courant, ce qu'un Silberer appelle le phénomène fonctionnel. Il nous dit: c'est fort juste qu'il y a dans telle ou telle phase du rêve des choses qui nous représentent, en quelque chose d'une façon imagée, le fonctionnement psychique, qui nous représente par exemple les couches du psychisme sous la forme du jeu de loi. Dans l'occasion, c'est là l'exemple que Silberer a rendu notoire. Que dit Freud? Qu'il ne s'agit là que de la production de rêves d'un esprit porté à la métaphysique. Entendez par là à la psychologie, porté à représenter, à magnifier ce que le discours nous impose comme nécessaire lorsqu'il s'agit pour nous de distinguer ce quelque chose qui ne représente pas autre chose qu'une certaine scansion de notre expérience intime, mais qui, nous dit Freud, en laisse échapper la structure, la gravitation la plus profonde qui, elle, se fonde au niveau des Vorstellungen. Mais ces Vorstellungen, de notre côté, ils nous affirment que leur gravitation, leur mode d'échange, leur économie, la façon dont elles se modulent, c'est, et il articule, selon les mêmes lois où nous pouvons reconnaître celles qui, si vous suivez mon enseignement, sont les lois les plus fondamentales du fonctionnement de la chaîne signifiante. Est-ce que je suis arrivée à me faire bien entendre? Je pense qu'il est difficile, il me semble, sur ce point essentiel, d'être plus clair et plus accentué. Ici, nous voilà amenés à distinguer donc ce qui est l'articulation effective d'un discours, d'une gravitation des Vorstellungen, sous la forme de Vorstellungen repräsentat, de ces articulations inconscientes. Il s'agit de voir que ce que dans de telles circonstances nous appelons Sackvorstellungen est quelque chose qui se passe comme une opposition polaire au jeu de mots, au Wortvorstellungen, mais qui ne va pas, à ce niveau, sans les Wortvorstellungen. Que la fonction du Ding, de la chose, en tant qu'elle est une fonction primordiale, qu'elle se situe au niveau initial d'instauration de la gravitation des Vorstellungen inconscientes,
a une autre fonction. La dernière fois, le temps m'a manqué pour essayer de vous trouver dans l'usage courant du langage, dans leur emploi, comme je vous ai dit, de vous faire sentir la différence linguistique qu'il y a entre ding et sac. Il est bien clair qu'on ne l'emploiera pas dans chaque cas indifféremment. Et même que, s'il y a des cas où l'on peut employer l'une et l'autre, assurément choisir l'une ou l'autre nous donne en allemand une accentuation préférentielle au discours. Je prie seulement ceux qui savent l'allemand de vous référer aux exemples du dictionnaire. Vous verrez dans quel cas on emploie ding et dans quel cas on emploie sac. On dira sac ou sache, je l'ignore, les affaires de la religion. Et on dira quand même que la foi n'est pas jedermanding, la chose de tout le monde. On pourra employer ding, comme maître Eckhart, pour parler de l'âme. Et Dieu sait si dans maître Eckhart, l'âme est une grosse ding, la plus grande des choses. Et il n'emploierait certainement pas le terme de Zach. Et même si je voulais vous faire sentir la différence dans quelque chose qui vous permettrait de voir, du même coup, une sorte de référence globale à ce qui se répartit dans l'emploi du signifiant, d'une façon différente, en allemand et en français. Je vous dirai cette phrase que j'avais sur les lèvres la dernière fois, que j'ai retenue parce que, après tout, je ne suis pas germanogène, et que j'ai dû en faire l'épreuve dans l'intervalle aux oreilles de certains, dont c'est la langue maternelle. C'est la phrase suivante. Die Sache, pourrait-on dire, ist das Wort des Dinges. On pourrait dire cela, et pour le traduire en français, cela pourrait dire que die Sache, l'affaire, ist das Wort des Dinges, est le mot de la chose. Cela peut se dire. C'est justement en tant que nous passons au discours que das Ding, la chose, se résout dans une série d'effets. Je dirais d'effets, même au sens où l'on peut dire mein Sack, et c'est tout mon Saint-Frusquin. Mais bien autre chose est das Ding, la chose, à laquelle il nous faut maintenant revenir, mais dont vous ne serez pas étonné, je pense, qu'à ce niveau, au niveau des Vorstellungen, la chose, je ne dirais pas ne soit rien, mais que littéralement elle ne soit pas, qu'elle se distingue comme absente, comme étrangère, que tout ce qui d'elle s'articule comme bon et mauvais définisse, divise le sujet à son endroit, je dirais irrépressiblement, irrémédiablement et sans aucun doute par rapport à la même chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objet. Il y a du bon et du mauvais, et puis il y a la chose. Le bon et le mauvais, vous le faites entrer dans l'ordre déjà de la Vorstellung. Le bon et le mauvais sont là comme indices de ce qui déjà oriente, selon le principe du plaisir, la position du sujet par rapport à ce qui ne sera jamais que représentation, que recherche d'un état élu, d'un état de souhait, d'un état d'attente de quelque chose qui est toujours à une certaine distance de la chose, encore qu'il soit réglé par cette chose qui est là, au-delà. Donc, nous le voyons, au niveau de ce que l'autre jour nous avons noté comme étant les étapes du système phi, ici, Wahrnehmung zeigend, signe de perception, et ici, Vorbewusstsein, nous nous trouvons avec ici les Wortvorstellungen, représentation de mots, pour autant que les Wortvorstellungen reflètent en un discours ce qui se passe au niveau des processus de la pensée,
lesquels sont eux-mêmes réglés par les lois de l'Umwust, c'est-à-dire par le principe du plaisir. Les Wortvorstellungen, ici, s'opposent comme le reflet du discours à ce qui, ici, s'ordonne selon une économie de la parole dans les Wortstellungsrepresentanzen, que Freud appelle aussi, au niveau de l'Entwurf, les souvenirs conceptuels. Ce n'est qu'une première approximation de la même notion. Observez que ce que nous avons ici au niveau du système phi, c'est-à-dire au niveau de ce qui se passe avant l'entrée dans le système psi, et le passage dans l'étendue de la Barnung, de l'organisation des Vorstellungen, ce qui se passe comme réaction typique de l'organisme, en tant qu'il est réglé par l'appareil neuronique, c'est l'élidement. Les choses sont vermeidet, élidées. Ici, au niveau des Vorstellungen Repräsentanzen, c'est le lieu élu de la Verdrangung. Ici, c'est le lieu de la Verneinung. Je m'arrête un instant ici pour vous montrer la signification d'un point qui fait encore problème pour certains d'entre vous. Je m'arrête pour ceci un instant sur la Verneinung. Comme Freud le fait remarquer, c'est le mode tout à fait privilégié de connotation au niveau du discours de ce qui ailleurs, précisément dans l'inconscient, est verdrankt ou refoulé. C'est une façon par où se situe dans le discours prononcé, énoncé, dans le discours du Lautwerden, ce qui est caché, ce qui est verborgen dans l'inconscient. Ce qui est vernant, c'est la façon paradoxale sous laquelle s'avoue ce qui, pour le sujet, se trouve à la fois là présentifié et renié.